Bonsoir Julien Dupré, Bonsoir, merci de votre invitation. c'est nous qui vous remercions. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour parler de la droite nationaliste, un sujet vaste, et spécifiquement pour parler de votre livre sorti aux éditions Perspectives Libres, qui s'intitule Nietzsche et les nationalistes français. Est-ce qu'on le voit bien là? Voilà. Nous le remontrerons à la fin de l'émission. Un peu difficile de le faire tenir là tout droit pendant toute l'émission. Alors, Julien Dupré, je pense que la meilleure façon de commencer, c'est de savoir un peu qui vous êtes. Et donc, je souhaite que vous vous présentiez comme ça de façon très spontanée. Eh bien, je vous dirais que je suis actuellement professeur d'histoire et de géographie dans l'enseignement secondaire privé. Donc, j'ai fait des études d'histoire, des études de sciences politiques, des études de philosophie. Enfin, j'ai plusieurs diplômes à mon actif. Ce livre est issu d'un travail à la Sorbonne en 2018-2020. C'était mon travail de mémoire en histoire contemporaine. Donc je suis spécialisé en histoire contemporaine, on va dire, même si je peux avoir des bases dans d'autres périodes. Mais c'est quand même surtout l'époque contemporaine qui m'intéresse. Je trouve que c'est celle qui a quand même le plus de puissance explicative sur l'actualité politique ou internationale. Enfin voilà, c'est vraiment très éclairant pour comprendre le monde contemporain. Donc ce livre, il est issu de 2 ans de recherche. J'ai travaillé auprès du professeur Olivier Dard à l'université de la Sorbonne, Sorbonne Université, anciennement Paris 4. Donc j'ai voulu dans cette enquête réfléchir à la réception de Nietzsche, un philosophe allemand du 19e siècle, qui dans un certain nombre de présentations publiques courantes, voilà, qui est un auteur assez cité, qui a ses lecteurs, mais qui est souvent présenté d'une façon un petit peu dépolitisée. Il y a même un certain nombre de spécialistes, je pense notamment à Dorian Astor, qui a fait le dictionnaire Nietzsche, qui nous disent que c'est un penseur apolitique, que Nietzsche est au-dessus des clivages, etc., etc. C'est pas la perspective que j'ai voulu mettre en avant. Souvent, il est présenté comme un auteur de droite, enfin comme un référent chez les jeunes militants. Ça Enfin, alors dépend de auprès façon de un peu, oui. qui le fait, avec quelle nuance. Bon, Mhm. moi je trouve qu'on voilà, on dépolitise quand même beaucoup Nietzsche, et c'est aussi peut-être pour ça que c'est aussi vendeur, attractif, et on fait des bouquins Nietzsche à la plage et que sais-je, enfin des bouquins de vulgarisation assez étonnants parfois. Donc j'ai voulu remettre un petit peu l'accent sur la dimension politique de ses écrits et la réception qu'il avait connue à droite, sachant que, comme je l'explique dans mon introduction, il y a paradoxalement beaucoup plus de travaux qui ont été faits dans les dernières décennies sur la réception de Nietzsche dans les milieux de gauche, plutôt des gauches anarchisantes ou Mhm. non marxistes. Et je trouvais que c'était un petit peu paradoxal, compte tenu du fait que quand on lit Nietzsche tout à fait sérieusement et sans que ce soit caché particulièrement dans son œuvre, on voit qu'il a des penchants très antidémocrates, très antimodernes, très droitiers. Mhm. Euh, Ça aurait donc dû pousser la recherche plutôt à s'intéresser à ces lecteurs de droite, et ça manquait dans le paysage intellectuel, voilà, pour diverses raisons, mais c'est à ça que j'ai voulu m'attaquer. J'ai donc proposé ce sujet à Olivier Dard, qu'il a accepté immédiatement, avec beaucoup de bienveillance de sa part, et je le remercie évidemment infiniment pour sa supervision. Voilà, c'était un projet qui n'était pas mon premier projet. En fait, j'avais aussi une autre proposition pour travailler auprès d'un professeur de Paris-Nanterre sur de l'histoire intellectuelle franco-allemande, mais j'avais un peu le sujet de cœur que j'avais mis dans un coin au cas où mes demandes d'accès à cette université-là ne seraient pas suivies d'effet. Et puis, bah, ça est devenu mon sujet principal. J'ai travaillé pendant 2 ans, voilà, dans les archives de la Bibliothèque nationale, à exhumer toutes sortes de journaux, de brochures, de livres fin 19e, début du 20e siècle, pour étudier la réception de Nietzsche dans les droites nationalistes en France. Très bien. Alors, on reparlera de Nietzsche un peu plus tard dans l'émission. Alors déjà, avant de commencer, j'avais envie de vous demander si vous-même, vous avez un engagement politique ou si vous avez envie d'en parler ou pas. Je ne Mais... suis pas encarté dans un parti politique, je ne suis pas membre d'un syndicat, ou voilà, je fais pas de politique de manière active. J'ai des opinions, comme tout citoyen français peut avoir des opinions sur la politique de son pays. Disons-le tout de suite, comme ça on sera tous sur les mêmes bases. Je suis plutôt marqué politiquement à gauche. Et c'est intéressant, je dirais, comment dirais-je, d'avoir à travailler sur un objet d'étude avec lequel il y a une certaine distance. D'abord parce que ça permet une curiosité par rapport à des mouvements de pensée qui ne sont pas ceux auxquels on peut être socialisé initialement, voilà, par sa famille ou par ses fréquentations ou autres
raison initiale. Moi, j'avais beaucoup envie de travailler sur les droites parce que je trouvais que ça manquait à mes études intellectuelles. Voilà, j'ai fait déjà des petits travaux un peu universitaires, des devoirs sur le libéralisme ou sur d'autres courants de pensée, mais je trouvais que ça manquait à ma culture, donc j'avais vraiment envie d'y passer du temps. J'avais aussi travaillé un petit peu vers 2015, quand je finissais ma licence de sciences politiques, sur la révolution conservatrice allemande, parce que dans ces années-là, sur Internet, il y avait un certain nombre voilà, d'intellectuels ou d'essayistes qui diffusaient un petit peu ce mouvement d'idées. Donc voilà, l'Allemagne fin 19e, début 20e siècle, les mouvements de droite, conservateurs, nationalistes et autres. C'est un véritable défi pour le scientifique et l'historien de s'intéresser à un objet qui ne nous plaît pas en termes d'affect. Ouais, bien sûr. Ça demande un travail d'empathie, d'interrogation des catégories de pensée des auteurs qu'on étudie. Euh, et voilà, je pense que ça manquait dans le paysage intellectuel et que ça pouvait servir aux lecteurs pour avoir un avis vraiment objectif autant que possible, hein, parce qu'il faut quand même beaucoup de travail pour neutraliser tout ce qui serait un jugement de valeur partisan et arriver à une véritable démonstration objective. C'est assez rare comme démarche de faire justement l'exégèse d'une pensée qui n'est pas forcément la vôtre. C'est une démarche assez difficile et je ne sais pas si je me trompe peut-être, mais c'est plutôt rare. C'est pas si courant. Bon, je vous dirais bien que s'agissant des historiens du nazisme, par exemple, il y a un certain nombre d'historiens du nazisme qui Oui, sont c'est des plutôt juifs ou qui sont des gens ou des gens. marqués à Oui, gauche. voilà. Voilà, donc ça peut Pas. arriver, mais Mais là, c'est oui, c'est pour le coup voilà, dans l'histoire des droites exceptionnel. françaises, l'un des historiens les plus connus de ce domaine-là, c'était Raymond Aron. Non, pardon, René Raymond. René Raymond, voilà. Ça aurait pu être Oui. intéressant aussi de le citer. René Raymond, donc oui, qui était plutôt d'une droite démocrate chrétienne, me semble-t-il. Donc, si vous voulez, la sympathie qu'on peut avoir vers son objet d'étude, ça peut être un atout ou un handicap. On peut rater des dimensions du sujet ou ne pas être assez critique parce qu'on aime son personnage. Voilà, les biographes qui travaillent sur un personnage, parfois ils ne sont pas assez critiques ou ils ne cachent une part du personnage ou ils le fantasment. Et inversement, l'aversion pour un sujet peut soit décourager de tout effort intellectuel, soit amener à toutes sortes de manipulations ou de déformations. Donc c'est un vrai travail pour arriver à construire un discours qui soit acceptable pour tout esprit libre, je dirais. Alors, justement, votre livre s'ouvre sur une sorte de définition hein, qui pose un peu le cadre épistémologique de cette qu'est-ce que la droite nationaliste. Donc, j'ai envie de vous poser peut-être la question en deux temps. Qu'est-ce que le nationalisme et qu'est-ce que la droite? Alors, dans l'introduction, effectivement, j'essaie de faire un petit peu de cadrage théorique sur ces notions parce que l'histoire française, peut-être un peu plus que par rapport au courant de l'histoire intellectuelle allemande, n'aime pas trop le notionnel. Voilà, ils se méfient un petit peu des généralités, de ce qui serait de l'ordre de la philosophie. Moi, j'ai un peu la démarche contraire, notamment à cause de ma formation, puisque je suis aussi diplômé en philosophie. J'ai une très forte tendance pour aller vers le synthétique, le général, l'abstrait, hein, essayer de trouver l'unité dans ce qui semble au premier abord complètement chaotique et éparpillé. Donc j'essaie effectivement de proposer une définition de la droite dans l'introduction, tout simplement parce que dans la littérature que j'ai travaillée, ça manque. Il y a beaucoup d'historiens, de sociologues qui peuvent écrire des livres entiers sur la droite sans arriver à une définition, ou sans même essayer de proposer une définition. Il y a une véritable mode intellectuelle contemporaine qui est nominaliste, quoi, qui considère que les choses n'existent pas, il n'y a que des mots pour en parler. Euh, une réalité n'est pas une mais multiple. Il n'y a pas un islam mais des islams, il n'y a pas un christianisme mais des christianismes, il n'y a pas une droite mais des droites, etc. etc. C'est quelque chose d'assez frustrant parce que si toutes ces choses peuvent être recouvertes du même nom, ça doit bien tenir à quelque chose de commun. Sinon, c'est arbitraire de les ranger dans la même catégorie. Donc voilà, c'est un peu un. Disons qu'on peut déjà se concentrer sur ce qui est commun pour après Bah, évaluer les l'effort différences. d'identifier les points Oui. communs demande beaucoup de connaissances sur le sujet et puis aussi voilà un certain effort. Il faut trancher, il faut essayer de distinguer ce qui serait l'essence de l'accident si on était aristotélicien. Donc c'est des partis pris de méthode mais qui renvoient aussi un peu à des conceptions philosophiques sous-jacentes. En tout cas, moi j'ai essayé de proposer une définition générale de la droite. Dans l'introduction, j'en dis que la droite, elle essaye de préserver un ordre social qui est hiérarchisé, c'est-à-dire où les individus occupent une place où il y a des
des gens qui commandent et des gens qui obéissent, des gens qui dirigent, des gens qui sont dirigés, des gens qui ont l'autorité, des gens qui subissent l'autorité ou qui acceptent de suivre l'autorité, bref, des positions qui sont différenciées hiérarchiquement. Cet ordre hiérarchique qu'elle cherche à préserver, en général, elle en trouve le modèle ou l'inspiration dans un passé plus ou moins ancien, plus ou moins réel, hein. Ça peut être un modèle médiéval, ça peut être un modèle antique, ça peut être un modèle religieux. Le monde terrestre devrait se plier au monde surnaturel qui lui-même est hiérarchisé, etc. Il y a plusieurs façons de justifier comment cette hiérarchie devrait être organisée, mais c'est cet ordre social-là qu'il s'agit de préserver pour une pensée de droite. Et le monde est toujours un petit peu menacé de dissolution de cet ordre. Il y a une Mhm. hantise du désordre. Oui. La Mhm. droite parle tout le temps de l'ordre avec un grand O majuscule. C'est l'idée que le monde est constitué d'un ordre dont les individus ont besoin et qui est toujours au bord de l'effondrement, ou en tout cas d'une menace. Il n'est jamais définitivement assuré, il faut toujours le garantir par un effort, d'où tout un certain nombre de valeurs connexes, hein, si on analyse un petit peu le lexique de la droite, le champ notionnel de la droite, le devoir, l'effort, le travail, l'abnégation, le sacrifice. Là, il y a l'idée que cet ordre du monde est fragile. Le conservateur est quelqu'un qui est un pessimiste sur la C'est nature ça, humaine. sur le plan philosophique, il est plutôt pessimiste par Oui, rapport à la gauche et part du principe, disons, que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, par exemple. c'est un Il y a postulat une de départ. inquiétude en tout cas. Ouais, ouais. Il y a un affect d'inquiétude qui est fondamental. Alors, mais vous dites aussi que la droite est collectiviste. Alors ça, c'est assez disruptif, puisqu'on aurait tendance à le penser justement plutôt pour la gauche ou le Alors, communisme. c'est pas à entendre nécessairement au sens économique, même Mm. si parfois, mais c'est un peu par exception, on peut trouver des penseurs de droite qui sont plus ou moins favorables à une intervention forte de la puissance publique dans le champ économique, mais c'est pas le cas des courants majoritaires de droite, on pourrait dire. Elle est collectiviste au sens où l'individu n'est pas une fin en soi. L'individu, il existe pour des entités Mhm. collectives, pour sa famille, pour sa communauté, pour la nation. Il doit être encadré, il doit être régi par des règles, parce que précisément, il a ce fond un peu négatif ou problématique, hein. L'homme est un loup pour l'homme, donc il a besoin d'être cadré. Mais est-ce que les bases du communisme ne sont pas plus ou moins les mêmes, même si ça tourne moins Dans, autour de la famille, justement, par essence, Ça puisque... dépend, je vous dirais bien que ça dépend du genre de communisme auquel on pense. Si on pense au communisme marxiste, lui-même est assez pluriel, hein. On va retomber sur ce qui a été dit précédemment sur la difficulté d'arriver à une définition unitaire du communisme, mais la discipline, elle est quand même temporaire au sens où on va se discipliner au service d'un parti, au service d'une révolution, etc. Mais à la fin des fins, la liberté va reprendre toute la place qui aura été temporairement occupée par l'activité hiérarchique ou disciplinaire au sein du parti. C'est-à-dire que c'est pas l'ordre normal des choses n'est pas régi justement par la fameuse dictature du prolétariat ou tout autre ordre hiérarchique temporaire. Il est toujours pensé comme une sorte de mal nécessaire ou de mauvais moment à passer. Mais à la fin des fins, ce sera la société dans son classe, c'est donc une certaine anarchie. Donc la liberté de l'individu, Mhm. même si on peut considérer que c'est un petit peu de la propagande ou quelque chose de mystique, mais elle est toujours centrale et toute discipline ne peut être que temporaire pour une plus grande Mhm. liberté. Donc l'individu reste quand même plus une fin qu'il ne le serait dans une pensée de droite, même dans une forme de communisme, même autoritaire. Alors, le nationalisme, là-dedans. Le nationalisme Alors le nationalisme est-il est une catégorie forcément de droite, déjà? intéressante, problématique. Il y a plusieurs modèles ou théorisations du nationalisme. Je dirais même que c'est peut-être un peu plus documenté, où il y a peut-être déjà un peu plus de travaux qui ont été proposés sur que faut-il entendre par nationalisme. Dans l'introduction de mon livre, j'essaie de distinguer deux sens possibles. Il y a le sens qui émergerait, si vous voulez, avec la Révolution française et avec le mouvement des nationalités du 19e siècle, le mouvement associé notamment au romantique dans le domaine Mhm. esthétique, la conscience d'un peuple de former une nation spécifique, la volonté d'une collectivité humaine de faire nation et donc d'avoir son propre État, hein. Dans cette Mhm. conception de la nation, l'État a une place centrale. Ça, c'est un sens que je n'utilise pas pour ma recherche, parce que pour moi, c'est certes un mouvement, une aspiration qui, dans le langage courant, est rendue par la notion de nationalisme, mais elle n'a pas de coloration politique sur l'axe gauche-droite. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter
être un peuple indépendant et être communiste comme Ho Chi Minh en Oui, Indochine, et par la exemple. notion de nation, elle naît avec la Révolution française. Voilà, ou en tout cas, c'est ce que défendraient un certain nombre voilà, d'historiens du sujet. C'est une notion moderne. Ça fait que, autant on pourrait dire, même si c'est un peu anachronique, qu'il y a des pensées de droite traditionnelles ou conservatrices, même pour l'Ancien Régime ou pour des époques plus lointaines, autant pour qu'il y ait une droite nationaliste, il faut qu'il y ait ce modèle de l'État-nation avec son particularisme, avec l'idée que eh bien, les Français ne sont pas un peuple comme un autre peuple, les Allemands ne sont pas un L'aspect peuple comme les... identitaire, Il y a aussi un aspect d'identité nationale qui n'existait pas dans des pensées politiques prémodernes de type l'Europe de la catholicité ou l'Europe de l'Empire, cet empire romain germanique ou plus lointainement de l'Empire romain, parce qu'à ce moment-là, le modèle impérial ne connaît pas les peuples comme des nations indépendantes, précisément. Mhm. Donc il a fallu que cette idée de la nation émerge historiquement pour qu'ensuite ça colore des mouvements politiques. Et on voit que cette appropriation de la nation à droite, elle se fait, dans le cas de la France en tout cas, à la fin du 19e siècle. Mhm. Si on regarde les grands théoriciens, les grands auteurs politiques de la droite française des 3 premiers quarts du 19e, les Joseph de Maistre, les Louis de Bonald, les auteurs contre-révolutionnaires ou des auteurs royalistes de cette période, la notion de nation, la notion de France est assez peu utilisée parce qu'ils ont encore un modèle du pouvoir qui est le modèle dynastique. On Mhm. adhère à une famille royale, à une monarchie. Euh, le peuple, il est un petit peu éclipsé de ces Mhm. définitions-là. Elles n'ont pas le côté à la fois un peu populaire et culturaliste que ça va Mhm. prendre justement avec l'affirmation de l'identité nationale, qui est quand même beaucoup, dans le cas de la France, diffusée à l'époque de la Troisième République, avec la scolarisation de masse. Des millions de paysans deviennent des petits écoliers auxquels on apprend qu'ils sont français. C'est quand même une période essentielle de la Mhm. construction du sentiment national. Et c'est pour ça que ça va se mettre à imprégner le discours politique de la droite avec le développement du nationalisme français, mais même de la gauche. La gauche de la même époque, la gauche Ouais. jauresienne, est très marquée par le patriotisme scolaire de la Troisième Mhm. République. Il y a un véritable consensus autour de l'État-nation en France à ce moment-là, qu'on retrouve très bien au moment de la guerre de 14-18, où, contrairement d'ailleurs aux attentes ou aux craintes d'une partie de l'état-major, il n'y a pas eu de désertion de masse organisée par la CGT ou que sais-je. Les Français, même de gauche, sont tous allés se battre contre l'envahisseur. Donc l'État-nation faisait vraiment consensus dans cette période, mais c'est quelque chose qui se développe au XIXe siècle avec le romantisme, avec voilà, la redécouverte des cultures locales, des identités particulières, et c'est approprié politiquement par la droite vraiment dans la dernière partie du XIXe siècle en France. Et alors, est-ce que dans ce sens, les catégorisations de René Raymond vous conviennent Alors je ne les utilise pas, je ne les considère pas non plus comme obsolètes. Pour nos spectateurs, donc René Raymond avait proposé de distinguer 3 formes de la droite française: le légitimisme, qui serait une droite plutôt autoritaire et catholique, euh, et qui est celle qui est liée à la plutôt monarchiste, comme qui vous est mentionnez monarchiste, justement. dont les formes Donc les elle plus radicales s'inscrit, seraient justement les courants contre-révolutionnaires. La donc elle droite, s'inscrirait moins, excusez-moi, moins dans la nation dans ces cas-là, cette droite légitimiste, juste comme vous l'évoquiez tout à l'heure. c'est secondaire, c'est pas que c'est inexistant, mais il y a une tension, hein. Si on prend par exemple les écrits de Joseph de Maistre Mhm. spécifiquement, la nation, c'est un anti-modèle parce que c'est le modèle de la Révolution française. Exactement, C'est la oui. nation qui se substitue à la figure du roi. Donc il y a un peu Mhm. une concurrence entre ces sources-là de légitimité politique. Euh, Ça va être approprié aussi, hein, si on regarde les auteurs catholiques vraiment de la fin du XIXe siècle, cette association entre l'identité française et l'identité catholique se fait de manière très marquée. Dans le nationalisme français, on retrouve le mélange des deux, l'idée qu'un vrai Français est un catholique, ou en tout cas que la Mhm. France a quelque chose de fameuse racine chrétienne, comme Qui est dirait né de l'Église. cette droite-là, mais c'était pas une thématique présente. Il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer cette évolution. Il faudrait aussi parler du fait qu'à la fin du XIXe siècle, il y a une politisation des masses, l'école publique diffuse l'instruction dans l'ensemble de la société, les citoyens votent. Donc les modèles idéologiques ne peuvent pas Mhm. être les mêmes qu'à l'époque Bien où le sûr. pouvoir se dispute entre quelques grandes familles dont on Mhm. cherche à savoir qui sera le prochain roi. Mhm. Il faut mobiliser la population et on ne peut pas se contenter de lui dire que le roi c'est plutôt telle famille ou telle famille. Il faut donner un sens collectif à la nation et donc les modèles politiques de la droite se transforment à ce moment-là.
Et c'est vrai qu'après Louis-Philippe, tout ça s'évacue, enfin peut-être même Napoléon III plutôt, enfin tout ça s'évacue tranquillement pour arriver aux deux dernières catégories que sont la droite dite libérale, alors plutôt liée à Louis-Philippe d'ailleurs, et la droite dite gaulo-bonapartiste. Alors ça, c'est la typologie de René Raymond, Pour hein, terminer sur René Raymond, oui. effectivement. Moi, ce sont des modèles que je ne conteste pas, mais je les utilise pas non plus, tout simplement parce que par rapport à cette... mais c'est vrai que c'est un sujet qui aurait pu justifier des remarques dans mon introduction. La droite nationaliste, elle ne rentre pas vraiment bien dans cette tripartition des modèles, parce qu'elle pourrait se reconnaître ou se mixer à la tradition que vous qualifiez de gaulo-bonapartiste. Quelqu'un comme Maurice Barrès, typiquement, serait à la fois un héritier du bonapartisme, du boulangisme et une figure fondatrice du nationalisme français. Donc ça montrerait la continuité avec cette branche-là. Mais la droite catholique, y compris dans ses tendances les plus réactionnaires comme comment dirais-je, le nationalisme de Charles Maurras, s'est aussi approprié le modèle de l'État-nation pour en faire quelque chose. Donc, c'est un concept qui n'est pas applicable à l'une de ces familles spécifiquement. On pourrait discuter du cas de l'ornélanisme ou de la droite libérale, mais c'est une catégorie que je trouve un petit peu discutable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que ça se retrouve un petit peu, alors, on en parlera éventuellement ultérieurement, et c'est pas le sujet de notre émission, mais c'est vrai qu'il y a une droite aujourd'hui plus axée sur l'économie, la financiarisation, une droite sur le libéralisme, et une droite plus axée sur le rapport à l'État, à la nation, à l'identité. Ça perdure encore aujourd'hui, même s'il y a justement une ambiguïté aujourd'hui quand on parle de la droite. On voit bien la dissension chez les Républicains, par exemple. Je vois ce que vous voulez dire. Ça poserait des questions sur la limite de la droite par rapport au centre. À quel moment passe-t-on de la droite la plus modérée au centre droit? C'est un peu un spectre avec des zones troubles, je dirais. Donc, en tout cas, voilà, la catégorie de nationalisme, de droite nationaliste, émerge en France à la fin du XIXe siècle. Elle ne recoupe pas vraiment bien d'autres découpages proposés. Donc, j'avais besoin dans l'introduction justement de prendre un peu de temps pour essayer d'en donner une définition indépendante. Alors, vous vous situez résolument à l'époque contemporaine, hein, en tout Oui, cas tout à fait. tout au long de votre livre, vous vous limitez à ça. Et vous dites aussi éviter l'essentialisme. Alors, comment y parvenez-vous? Alors, ce que je voulais dire par là dans mon introduction, c'est que il faudrait pas croire justement que le nationalisme français ou la droite nationaliste française serait quelque chose qui existerait de tout temps, et donc il faut dissocier un peu ce concept d'autres notions qui peuvent être apparentées ou reliées, mais qui sont indépendantes. Par exemple, être un nationaliste, être de droite nationaliste, ce n'est pas la même chose qu'avoir un sentiment d'amour pour sa patrie. On ne pourrait pas utiliser cette catégorisation pour Cicéron, par exemple, qui est pourtant un patriote romain, voilà, qui a théorisé une forme de patriotisme républicain à l'époque antique. Ce n'est pas une catégorie intemporelle, c'est ça que je voulais dire dans mon introduction dans la critique de l'essentialisme. Inversement, et c'est peut-être aussi l'autre excès ou l'autre écueil de pensée que j'ai voulu éviter, on ne peut pas bien chercher à comprendre un objet comme le nationalisme si on ne donne pas une définition qui soit un petit peu près tranchée, et on ne peut pas arriver à un récit cohérent de son histoire, de sa nature, de son évolution si on se contente d'en faire un simple mot, parce qu'à ce moment-là, si on prend le mot pour la chose, tout et n'importe quoi peut être qualifié de nationaliste, tout et n'importe quoi et son contraire peut être qualifié de socialiste ou de libéral ou n'importe quel terme. Ça perd tout contenu, unité conceptuelle si on se contente de suivre l'histoire des mots. Ce que font un peu trop de chercheurs, à mon goût, qui pensent avoir affaire à des diversités complètement incommensurables parce qu'ils suivent l'histoire des mots plutôt que l'histoire des idées. Et c'est vraiment une histoire des idées que j'ai voulu écrire avec ce livre. Alors, vous définissez c'est la droite nationaliste en 4 points majeurs. Oui, alors, je vais peut-être pas reprendre toute la matière de mon introduction, parce que j'y passe un certain temps pour essayer de justifier pourquoi cette définition serait une bonne définition, pourquoi j'utilise cette définition-là plutôt qu'une variante ou un autre modèle proposé. En tout cas, si on devait un peu fixer les choses, la droite nationaliste, c'est donc une droite qui émerge dans le cadre de la France à la fin du XIXe siècle,
Son point de départ, c'est l'État-nation, hein. Elle a un côté aussi, pas toujours étatiste, mais la nation est incarnée par l'État. Il y a une valorisation de la puissance de l'État quand même, hein, Mmh. ce qui la démarquerait quand même peut-être de droite plus libérale. Elle valorise la nation. Sa conception de la nation, c'est que la culture nationale modèle les individus, elle les détermine, et donc il y a une forte insistance sur le particularisme culturel et le fait que les cultures sont hétérogènes les unes les autres, qu'on ne peut pas changer d'identité nationale, on ne peut pas devenir italien quand on est né en France, français, de famille française, etc. Euh, Dans certains cas, c'est un peu vrai chez Maurice Barrès, il y a une tendance à la biologisation de la culture, c'est-à-dire que les nations sont presque pensées comme des espèces différentes. Enfin, Mmh. c'est une pente, quoi, hein. C'est aussi l'époque, la fin du 19e siècle, cette France fin de siècle, c'est aussi l'époque où le social-darwinisme, c'est-à-dire une certaine interprétation de la biologie de Darwin, se répand dans les milieux intellectuels, et donc la frontière entre ce qui est de l'ordre de la culture, ce qui est de l'ordre de la nature, hein, est un peu rebattue dans les débats de cette époque. Donc les individus sont considérés comme appartenant à une culture nationale auquel ils ne peuvent pas échapper, d'où l'incompatibilité avec les individus qui n'auraient pas cette culture nationale. Il n'y a pas de possibilité, ou sinon à la marge, dans une pensée de droite nationaliste, pour l'assimilation culturelle des étrangers, par exemple. Vous êtes né étranger, vous êtes étranger, et c'est un fait qui n'est pas modifiable, ou seulement à la marge. Peut-être aujourd'hui, davantage quand même. Je pense qu'effectivement, si on comparait les écrits des fondateurs du national français, les Maurras, les Maurice Barrès et compagnie, oui, ils appartiennent à cette époque, hein, que j'ai décrite, voilà, marquée par des tendances sociales darwinistes, qu'on retrouverait moins, je pense, dans les courants qui dominent actuellement un parti comme le Front National. C'est Mmh. plus tout à fait quand même la pensée de ce parti-là, mais il y a tout de même une méfiance vis-à-vis de l'étranger qui est considéré comme différent et potentiellement hostile, hein. Boris Barrès écrit les nations sont dans un état d'hostilité naturelle, hein. Mmh. C'est le côté un peu hobbesien de... C'est nous et les autres, enfin il y a cette Voilà, il idée y a une de vision qui est très de tranchée frontières à tous les niveaux. en matière d'altérité Mmh. culturelle. Et cette culture nationale, je disais au départ que la droite a une vision du monde comme étant toujours un peu menacée par le désordre, et bien cette culture nationale, cette France éternelle, elle est menacée par la modernité, ou en tout cas elle est menacée de non-continuité à l'époque où écrivent les auteurs que j'étudie dans mon ouvrage. Donc c'est l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est l'époque qui suit de quelques décennies la défaite française de Mmh. 1870, donc il y a une inquiétude sur la pérennité de la nation française à cause de la montée en puissance de l'Allemagne. Il y a donc une inquiétude dans le corps social français qui, dans le domaine politique à droite, se politise, hein, sous la forme d'une crainte que la France, sa puissance, sa culture, sa pérennité sont menacées. C'est vraiment cet affect de peur, de crainte, hein, qui est un moteur de politisation dans cette droite. Et qu'est-ce que vous appelez exactement l'alter-élitisme? Alors le Qui mènerait au fascisme? quatrième, Ouais, le quatrième, pardon. alors pas forcément. Le quatrième élément de définition que je donne du nationalisme, c'est que c'est un mouvement, donc la droite nationaliste, qui pourrait le différencier par exemple d'une gauche nationale, comme il a pu en exister historiquement. Elle ne conteste pas le fait que la société soit hiérarchisée, qu'il y ait des élites, que tout le monde ne puisse pas, par exemple, avoir le droit de vote, ou participer politiquement, ou une vision élitiste de l'ordre social. Cependant, à cette idée que la nation est menacée de dissolution, il y a bien des causes ou des coupables, et notamment une critique qui se développe dans ces mouvements des élites politiques. À l'époque considérée, donc c'est l'époque de la Troisième République, un régime parlementaire avec une forte instabilité gouvernementale, qui choque la conscience de droite, qui attache justement la continuité, la stabilité, l'ordre, hein. Et puis pour les plus radicaux des nations françaises, ceux qui sont anti-républicains et maurassiens, la République dans son ensemble, tout parti confondu, est un mauvais régime qu'il s'agit de renverser. Donc cette droite nationaliste, elle a une dimension contestataire, turbulente, hein, qui l'éloigne effectivement de droite modérée ou du centre-droit, ou des tendances libérales. C'est une droite qui veut une élite alternative, une élite qui va restaurer la grandeur de la nation qui est Mmh. menacée. C'est des schémas de pensée qui me semblent très intéressants d'essayer de présenter dans l'introduction de manière la plus générale possible, parce que je pense qu'ils sont
répétable dans des expériences politiques différentes, Bien sûr. d'où une certaine universalité du modèle. Mmh. Ça décrit encore d'autres mouvements, on en parlera tout à l'heure, qui existent à notre époque. Alors, votre livre s'intitule Nietzsche et les nationalismes français. Donc, on va parler un petit peu de Nietzsche. Qu'est-ce qui pousse la droite nationale à s'intéresser à Nietzsche, alors qu'en réalité, il était plutôt hostile à l'idée d'État-nation? Euh, il serait plutôt, d'ailleurs, est-ce que politiquement, il s'est beaucoup exprimé? Il serait plutôt favorable à quoi? Alors Nietzsche, dans ses écrits, il y a toujours, quelle que soit l'œuvre de Nietzsche, et même dans le Zarathustra, qui est un poème un peu abscon et difficile d'accès, donc que je ne recommande pas à vos lecteurs particulièrement, Nietzsche a toujours des réflexions politiques, parfois c'est à l'occasion de réflexions sur la culture, qu'est-ce qui fait qu'une culture est une grande culture, qu'est-ce qui fait l'essor culturel, parfois il va mettre en avant des facteurs politiques, ou bien ça va être des réflexions sur la morale, qu'est-ce qui fait le grand homme, qu'est-ce qui fait l'homme supérieur. Bon, ça peut mener à des réflexions sur l'homme d'État. Il y a une forte admiration de Nietzsche vis-à-vis de la figure de Napoléon, par exemple, hein, qui a séduit un certain nombre d'intellectuels en Allemagne au moment des guerres C'est révolutionnaires. plutôt l'impérialisme, là. Voilà, et donc le modèle politique de Nietzsche, ce serait tout un débat, je ne pense pas mettre tout le monde d'accord avec une telle affirmation, mais il a plutôt un modèle impérial, c'est-à-dire que la bonne société est une société qui déborde du cadre national parce que l'esprit de conquête n'a pas à s'arrêter à des frontières déterminées. Nietzsche n'aime pas du tout l'État-nation parce qu'il y voit un symptôme de la modernité. C'est déjà trop égalitaire. C'est-à-dire que si vous êtes tous reconnus comme comment dirais-je, si les frontières de l'État recoupent les frontières d'une collectivité nationale, ça veut dire que les gens qui sont dans cet Ils sont État protégés, déjà. Ouais. sont tous égaux les uns les autres, au moins Mhm. sous un certain rapport qui est Ouais. leur rapport à une même identité culturelle. Mhm. Et ça, c'est déjà trop égalitaire pour Nietzsche. Vous connaissez la devise française dont le troisième terme toujours oublié, c'est la fraternité. Si on est tous frères, c'est parce qu'on a la même mère, la mère patrie. Donc il y a quand même, et la Mhm. fraternité implique déjà une certaine forme d'égalité possible. Donc Mhm. ça, c'est un modèle que Nietzsche récuse catégoriquement. Il aime bien certaines formes historiques comme les cités-États de l'Italie de la Renaissance. Il aime bien de façon générale les modèles politiques qui maintiennent une concurrence et une hétérogénéité, donc soit à l'intérieur d'un même empire, soit entre des petites entités qui se battent les unes contre les autres. Euh, donc son modèle politique serait plutôt impérial, effectivement, dans un sens, les références de Nietzsche sont plutôt passéistes, hein. On voit qu'il a une certaine nostalgie du Saint-Empire germanique du Moyen-Âge, mais pas pour ses aspects spécifiquement médiévaux, pour ses aspects vraiment plurinationaux. Il faut savoir, du point de vue biographique, que Nietzsche a beaucoup vécu et enseigné à Bâle, en Suisse. Il a aussi beaucoup d'amour pour le sud de la France, pour Nice, pour l'Italie. Il a beaucoup aimé Turin. Donc c'est quelqu'un qui a une identité assez méditerranéenne. Il y a tout un éloge assez magnifique dans les écrits de Nietzsche de la Méditerranée, du monde méditerranéen, ce monde de soleil, ce monde loin des brumes de l'Allemagne, dont il Mhm. dresse un portrait assez, assez dédaigneux, assez moqueur, hein, qui n'est pas sans lien avec le fait que de son vivant, ses écrits philosophiques et autres n'étaient pas du tout reconnus. Donc il avait le sentiment de ne pas être compris par les Allemands. Et oui, le modèle que valorise Nietzsche, ce serait une espèce de nouvelle Rome, d'empire méditerranéen qui unifierait les peuples par voilà, l'esprit de conquête. Ça a pu effectivement jouer sur sa politisation. Il faudrait étudier, c'est pas quelque chose que je connais assez bien pour des raisons de langue malheureusement, hein, mais sa réception en Italie. On sait qu'Adolf Hitler avait offert les œuvres complètes de Nietzsche à Mussolini. Donc il a toute Ouais. une série de lecteurs en Italie qui se sont reconnus dans cette culture, cette valorisation qu'a Nietzsche de la latinité, de la Méditerranée et d'un modèle qui dépasserait les frontières nationales. Il parle beaucoup de l'Europe aussi. Mhm. Nous autres, bons Européens est une formule qui revient souvent dans les écrits de Nietzsche, où il insiste sur cette idée que l'esprit libre n'a pas de frontières, il se déplace, il n'est pas là où on l'attend. Ça peut être lu de manière assez hétérogène. On peut voir en Nietzsche un précurseur d'une espèce d'européisme à la Aristide Briand, qui serait pacifiste et de centre-gauche, comme on peut y voir une préfiguration des mouvements de droite identitaire qui se réclament d'une identité européenne. C'est très lâche, en Ouais. fait, les Mhm. énoncés de Nietzsche sur la politique.
il a une réception politique dans des milieux extrêmement hétérogènes qui vont de l'anarchisme au nationalisme français, en passant par toutes sortes d'autres catégories. Parce que la réflexion de Nietzsche est assez fragmentaire, il y a beaucoup de textes qui sont des fragments, il y a beaucoup de textes qui semblent se contredire, donc ça donne de la matière à des interprétations différentes. Et puis, quand il parle de politique, c'est toujours de manière assertive et un peu allusive. Il n'y a pas une vraie réflexion d'ensemble avec un argumentaire très structuré. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a pu susciter des interprétations différentes. Alors pourquoi justement votre démarche, c'est de l'insérer dans une réflexion sur les nationalismes français? Bien, le point de départ, c'était tout simplement un constat du fait qu'il y a une matière à exploiter. L'une des raisons qui m'avait poussé à me lancer dans cette enquête, c'est la découverte d'un site internet, le site Nietzsche en France, qui est tenu par Madame Laure Werber, qui est une doctorante spécialiste de la réception de Nietzsche, docteur en histoire, pardon. Et sur Nietzsche en France, il y avait déjà toute une recension auquel travaille un collectif international de chercheurs sur toutes les traces qu'on peut trouver de Nietzsche dans les correspondances, les essais, les journaux français depuis le début du XXe siècle, voire même avant. Comment est-il arrivé en France? Donc ça se fait à la toute fin du XIXe siècle par l'intermédiaire d'un certain nombre d'écrivains, de voyageurs, de journalistes et autres, notamment Daniel Lévy, le biographe, l'un des premiers biographes de Nietzsche. Et dans ce site Nietzsche en France, j'avais regardé un petit peu les auteurs par courant politique ou affinité. Je voyais qu'il y avait quand même des textes ou des extraits, des citations. On voit que Bainville l'a lu, on voit que Maurice Barrès l'a lu, etc. Donc je suis parti un peu des personnalités que je connaissais déjà, puis j'en ai trouvé d'autres en tirant un peu le fil. Donc il y avait vraiment une matière qui justifiait de s'y intéresser plus complètement, et puis de l'insérer dans l'histoire des droites nationalistes françaises. Voilà comment aux différents stades de son histoire. Donc moi, je traite dans ce livre de la période qui va de l'affaire Dreyfus en 1898 à la libération française en 1945. Dans ces 40 ans et quelques d'histoire, il y a plusieurs époques de la lecture de Nietzsche, aussi des époques ou des phases où ça intéresse beaucoup moins. Donc j'essaie aussi d'expliquer pourquoi il est lu intensément à certains moments, pourquoi il est laissé de côté à certains moments, quels sont les milieux qui ont de la sympathie ou des affinités particulières, quels sont les milieux qui sont plutôt réticents. On voit qu'il y a un spectre qui recoupe quand même assez bien le catholicisme, c'est-à-dire que plus les auteurs sont marqués par une sorte d'orthodoxie catholique, moins ils vont pouvoir supporter la lecture de Nietzsche, qui, entre autres choses, est un grand critique de la religion. C'est un athée revendiqué. Donc voilà, il a des lecteurs, mais selon quelle catégorie, finalement, selon quel milieu particulier ou sous-groupe particulier de la droite nationaliste, il va être lu ou pas à tel moment. C'est ça que j'ai voulu un peu mettre en exergue. C'est aussi un travail d'histoire intellectuelle dont les méthodes seraient transposables à d'autres objets. Je travaille sur Nietzsche et le nationalisme français, mais finalement, ça me permet de tester un peu des concepts ou des façons de procéder qui seraient transposables à d'autres objets d'étude. Alors, avant d'attaquer la dernière partie de notre émission, nous disions tout à l'heure qu'il y avait pas mal de malentendus sur les définitions de la droite et de la gauche aujourd'hui. Alors, déjà, comment vous définiriez la reconfiguration de la droite après 45? C'est une question très vaste. Essayez de la synthétiser, juste, de Je dirais parler que de les droites façon. françaises après 1945, bah, elles sont dans une phase historique qui leur convient très peu. Alors ça déborde un peu des limites chronologiques de mon sujet, encore que dans la conclusion générale, je donne quelques pistes un peu pour continuer cette enquête. Voilà, si quelqu'un un jour souhaite explorer l'histoire ultérieure de la réception de Nietzsche dans les mouvements de droite, je donne quelques pistes sur Bernanos ou sur d'autres auteurs qui ont écrit dans cette période. La droite française ou les droites françaises après 1945 sont quand même pour beaucoup discréditées et mis hors jeu par la période vichiste qui a poussé un certain nombre d'intellectuels à la collaboration. On pense au cas de Charles Maurras qui est jugé emprisonné notamment. Et par association d'idées ou par proximité de réseaux ou d'idées, voilà, il y a quand même un effacement des droites françaises assez marqué à la Libération et dans les années qui suivent, au moins pour une bonne vingtaine d'années. Après, ce serait moins vrai de certaines droites plus modérées, justement. Les droites démocrates chrétiennes avec le MRP, je crois, participent à la vie gouvernementale sous la 4ème République,
mais la tendance quand même générale de l'opinion va se polariser beaucoup plus à gauche. Mais il y a le gaullisme quand même. Il y a le gaullisme, mais il faut se souvenir que le gaullisme est un mouvement d'opposition durant la 4ème République. Ils ne sont pas présents au gouvernement après le départ de Gaulle, je crois que c'est en 1946, quand euh, il a un désaccord, je crois, sur les nouvelles institutions de la 4ème République. Ça a donné le discours de Bayeux, notamment. Donc effectivement, il y a des droites gaullistes qui se reconfigurent, qui parfois même récupèrent ou font réémerger des personnalités qui avaient pu être présentes politiquement dans l'avant-guerre. Mais ça n'est pas une période favorable. Et puis la France est dans une phase à la fois d'américanisation, parce qu'on reçoit l'aide du plan Marshall, ça va produire des transformations très profondes sur l'économie et la société française. Il y a un très fort exode rural, une urbanisation, une modernisation à marche forcée quasiment de la France de cette époque. Il me semble que les mouvements de droite sont un peu absents et un peu sur la défensive dans cette période. Je pense notamment à ce qui se fait du côté du Figaro et en littérature à cette époque-là. On explique que l'art ne doit pas être engagé parce que s'il se met à s'engager, il est engagé du mauvais côté. Donc, c'est pas une période très En même temps, il y a favorable. les hussards quand même, il y a un mouvement C'est vrai, mais littéraire je pense qui qu'ils est... sont peu lus à leur époque, peut-être, Mm. peu reconnus à ce moment-là. Je pense c'est pas une phase très, très à la faveur de les droites. Et en même temps, le gaullisme aujourd'hui, la droite, je dirais classique, s'y réfère tout le temps. Donc c'est un peu paradoxal. Comme un moment un peu d'épiphanie, justement, d'une certaine droite, justement étatiste, pas trop libérale, C'est vrai. sociale. Il y a beaucoup de références au général de Gaulle, même y compris à gauche en fait, ou en tout cas dans des milieux qui sont pas forcément, qui s'identifieraient pas comme de droite. Mais justement, de Gaulle brouille un peu les clivages. Mhm, De Gaulle, mhm. on parlait de Chevènement avant de commencer cette émission, peut-être une référence C'est un souverainiste pour peut-être avant tout. Chevènement. De Gaulle, d'ailleurs, il y a un chapitre de mon livre consacré à la question de Gaulle et le nationalisme. Je montre que c'est assez complexe et même un peu problématique de définir de Gaulle comme un nationaliste. Il a une conception de l'État-nation qui est très affirmée, mais qui n'a pas forcément l'élément inquiet ou exclusiviste que Moins j'ai. inquiet, mais c'est quand même le résistant. Euh, C'est vrai, c'est et vrai. c'est lui enfin, qui a dit que la France n'était pas à Vichy, mais à Londres. Et il part, entre autres, une idée qui était plutôt une idée de gauche, qui est l'idée de la participation. Et c'est Ça cette fait idée partie des aussi qui l'exclut raisons, de la droite, effectivement, qui ont droite libérale. motivé sa chute, qui ont motivé l'opposition de Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, donc effectivement d'une droite plus favorable à l'économie de marché. Euh, oui, moi je vais pas nier que De Gaulle soit un homme de droite fondamentalement, catholique, mais par rapport aux catégories que j'ai étudiées dans mon livre, enfin il y a un chapitre sur son rapport à Nietzsche, c'est très marquant de voir là aussi que De Gaulle se distancie très Mhm, fortement de Nietzsche. Je l'associe, enfin moi l'explication que j'essaie d'en proposer, c'est son rapport justement au catholicisme qui est très important dans sa vision du monde. Mais c'est un catholicisme, je vais pas dire humaniste, enfin il y a quand même un côté qui se oui, refuserait bien sûr. à une certaine véhémence de Mhm, ton, il n'a pas le côté contestataire que pouvaient avoir les mouvements, les ligues du début du XXe siècle. C'est une droite plus apaisée d'un certain mhm. côté, et qui fait qu'il va gouverner dans une période justement où la droite n'est pas si marquée que ça, qui transcende un petit peu le clivage. Donc c'est quelque chose comment dirais-je, c'est une personnalité qui se laisse un peu moins enfermer justement dans ce clivage-là. Et puis, je dirais que la référence à De Gaulle, il ne faut pas se cacher le fait qu'elle est souvent incantatoire. C'est-à-dire que Oui, voilà, toute la classe politique, même ils sont tous gaullistes jusqu'à à les écouter. Mélenchon, ils sont tous gaullistes, parce que c'est la figure du fondateur. C'est-à-dire que Mhm, c'est pas vraiment un contenu ou une mesure en particulier ou une idée générale ou une fréquentation assidue des écrits de Gaulle qui peuvent les inspirer. On dit du bien de De Gaulle parce que c'est la figure fondatrice, parce qu'il y a une certaine consensus des Français autour de ce personnage historique, et qu'on ne peut pas être président de la République en dénonçant radicalement De Gaulle, en fait, dans le système français oui, c'est-à-dire que même à gauche, actuel. ils ont du mal à l'attaquer. En fait, il est un peu inattaquable. Ça reste un peu une figure du commandeur.
euh, On peut du tous y statut du trouver, on peut commandeur, tous y pardon. trouver quelque chose de Ouais. positif, en fait. Même les maoïstes, on serait très étonné de voir dans certains milieux qui semblent à des années-lumière du gaullisme. Il y a la légitimité de la résistance, et puis il y a, comment dirais-je, l'incarnation de la France à l'international, qui fait que bon, c'est une figure historique qui appartient un peu à tous les Français maintenant. Donc c'est très compliqué pour un mouvement de gauche de se définir radicalement contre la Ve République. Je ne suis pas sûr, par exemple, que le thème de la Sixième République attire spécialement l'électorat français chez M. Mélenchon. Ouais, non, c'est pas très, oui, en effet, Ça nous rappelle un peu des heures qu'on trouve chaotiques et ouais, oubliables. tout à fait. Alors, nous allons passer à notre dernière partie qui serait sur les meilleurs représentants, enfin les meilleurs, je dis les représentants comment dire, les plus forts, enfin les plus emblématiques de la droite nationale aujourd'hui. Alors donc, dernière partie de notre émission, quels seraient les meilleurs représentants aujourd'hui de la droite nationaliste, pardon, en Europe, en Occident, de façon un peu plus large. Donc évidemment, il y a des figures qui nous arrivent en tête immédiatement, la figure de Donald Trump, surtout en ce moment, de Marine Le Pen, et puis des droites nationalistes qui émergent en Europe de l'Est, comme Viktor Orban, euh, le Slovaque, c'est affreux, je ne me souviens plus du nom, mais ça va me revenir. Des droites, je dirais plutôt eurocritiques, hein, critiques de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. Donc, alors, il y a entre ces figures de droite, il y a des points communs et aussi de grandes différences. Alors moi, j'aurais toujours tendance à dire, il y a des droites qui sont plus nationalistes et des droites plus libérales. Alors Trump là-dedans incarne une sorte de libéral nationalisme. Je ne sais pas comment vous voulez le qualifier. Enfin, Oui, c'est une question intéressante. En fait, ces catégories, donc moi, dans mon introduction, je dis que j'utilise un idéal type du nationalisme, c'est-à-dire c'est un modèle abstrait. Les individus empiriques, comme Trump, vont s'approcher plus ou moins de ce que le modèle décrit, mais ce n'est pas nécessairement exclusif d'autres catégories. Je disais tout à l'heure que voilà, il y a pu avoir une greffe ou une synthèse entre catholicisme contre-révolutionnaire et nationalisme avec Maurras, mais il y a d'autres hybridations possibles, et d'ailleurs je trouve que c'est particulièrement intéressant d'étudier des mouvements qui mêlent plusieurs idéologies politiques. On n'a pas non plus prononcé le mot, mais c'est aussi une catégorie d'analyse pertinente pour notre époque, la catégorie de populisme. Trump représente un nationalisme américain qui est populiste dans le sens où il a une forte dénonciation des élites américaines, qui sont identifiées bien sûr à des élites de centre-gauche ou de gauche liées au Parti démocrate américain, qui seraient cosmopolites, internationalisées, mondialisées, déconnectées de l'américain de base moyen qu'incarnerait Trump, ce qui est quand même un peu paradoxal au vu de son statut social personnel, mais bon, ouais. il essaie de l'incarner, on va dire, politiquement. Mais qui aurait déjà trahi la gauche aussi, selon certains. Alors Alors, c'est oui, pas forcément ce que Trump va avancer en premier, mais tout à fait. c'est. Ces mouvements, donc il y a un peu d'ailleurs une concurrence dans les catégories d'analyse. La catégorie de populisme qui a connu un fort succès jusque vers 2017 et que depuis on a bizarrement vu disparaître à peu près des médias principaux. En tout cas, on l'utilise beaucoup moins qu'on ne l'a utilisé. Je renvoie d'ailleurs sur ce sujet du populisme à l'ouvrage coordonné par mon directeur de recherche Olivier Dard, le dictionnaire des populismes, aux éditions du CERF, je crois. Donc, pendant longtemps, la catégorie de populisme a pu être utilisée pour qualifier certains de ces mouvements de droite radicaux, comme le Front National. Ça n'était notamment une catégorie employée par le politologue français Pierre-André Taguieff, qui est aussi historien des idées, historien des droites, avec une œuvre tout à fait importante en la matière. Donc, oui, le nationalisme de Trump est populiste avec cette dénonciation des élites américaines. C'est pas la seule catégorie dans laquelle on peut le ranger. Et vous me posez la question de est-ce qu'on peut parler de nationalisme libéral? Moi, j'aurais tendance à penser que si on regarde les types purs, le nationalisme et le libéralisme se contredisent ou sont incompatibles au sens où l'un des deux affirme le primat de la nation qui prime sur les individus qui la composent. Hein, tout est supérieur au parti qui la compose. Il y a un côté, comme je disais, la droite a un côté collectiviste, hein, tandis que le libéralisme affirme très fortement la valeur de la liberté individuelle, mon corps, mon choix, mon argent, ma propriété privée.
Donc c'est pas des catégories qui peuvent se prêter à une synthèse, je dirais, logique ou parfaitement réconciliable. Cependant, dans le monde empirique, dans ce qu'on peut observer, on voit justement des tentatives de mélanger ces catégories-là. Et il y a même des intellectuels qui tentent de les Tout mélanger. à Il y a un fait, il livre qui y a s'appelle des, Libéral bien conservateur. sûr, il y a des tentatives au sein des droites d'essayer de fusionner le libéralisme avec d'autres formes de droite. En France, ça marche assez mal historiquement. C'est tout le sens d'ailleurs du livre d'un autre historien des droites important en France, qui est François Huguenin, avec son Histoire des droites. Dans le cas des États-Unis, des pays anglo-saxons, en revanche, les mouvements de droite sont plus imprégnés d'une Ouais. culture favorable à l'individu, à l'économie de marché, que ce n'est le cas dans les pays d'Europe continentale. Donc Trump, effectivement, est à la fois, si on le regardait avec avec un prisme libéral, on pourrait dire qu'il n'est pas un bon défenseur du libéralisme, parce qu'il s'oppose à la liberté de circuler entre les pays, pour les personnes, pour les marchandises, il est protectionniste. Il s'oppose à l'avortement, donc à la liberté individuelle d'utiliser son corps. Bref, c'est Il pas un... s'oppose pas à l'avortement, je crois, hein. C'est pas Oui, complètement ça, alors, mais il a quand même soutenu la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême en sachant qu'ils allaient transférer le niveau de décision en la matière aux États aux fédéraux, fédéraux. ouais. Donc, il y a... Il y a plus un débat sur la durée, je crois, je connais pas les positions la exactes de date Trump. limite de l'avortement. Je crois que c'est plutôt ça. Je En crois pas tout que le... cas, dans son mouvement politique, on va trouver les forces, notamment Après, il a un électorat qui est voilà, obligé la de... droite Voilà. évangélique s'oppose fortement au droit à l'avortement aux États-Unis. Donc sur ce sujet-là, si on le juge avec des œillères libérales, il n'est pas vraiment libéral. Mais c'est une droite qui est favorable à l'économie de marché, qui défend des dérégulations, très particulièrement sur le cas des politiques environnementales. On sait que Trump a renouvelé sa volonté de quitter l'accord de Paris en matière d'émissions des gaz à effet de serre. Et de façon générale, on voit qu'il prône des baisses d'impôts sur les entreprises. Donc, il est libéral à l'intérieur des frontières, en fait. C'est là où c'est un libéralisme très différent. voilà, moi j'appellerais plutôt ça une droite De... pro-marché, mais on se comprend sur le fond. Et un libéral protectionniste. Voilà. En réponse à un libéralisme qui est globalisé, voilà, dont ses électeurs ont pâti par Tout ailleurs. à fait. Alors, c'est aussi une remarque intéressante sur la résurgence des mouvements nationalistes en Europe, on va dire depuis les années 80. Il est frappant de constater que c'est la même période historique qui est marquée par la désindustrialisation en France, en Grande-Bretagne de manière extrêmement violente à l'époque thatchérienne, et aux États-Unis, au cours des dernières décennies, effectivement, il y a eu une désindustrialisation, et on voit bien que l'électorat de Trump, même s'il n'est pas réductible à ça, se trouve en partie dans ces États centraux des États-Unis, avec des régions industrielles en souffrance, et qu'il se pose comme le défenseur justement de ces classes sociales qui auraient été trahies, abandonnées par la gauche ou les partis de centre-gauche au pouvoir, Clinton, Obama, etc. Une gauche qui a pu beaucoup délocaliser, entre autres, Voilà. et financiariser l'économie. Une gauche qui a trahi, et donc il s'agirait de substituer une alternative qui serait américaine, localiste, industrialiste, protectionniste. Et effectivement, ça fait partie du succès de Trump, même si ce n'est pas la seule dimension. Je tiens quand même à rappeler que durant sa première élection, le niveau moyen de revenus des électeurs de Trump était quand même supérieur à celui de Mme Clinton en 2016. Mais depuis, on voit Oui, qu'il c'est a une assez percée étonnant. croissante, hein, Ça quand doit même. s'inverser un peu quand même. Voilà, depuis, il a connu une percée croissante dans l'électorat populaire. Donc il y a une droite populaire et populiste dans le nationalisme de Trump. Et alors aussi, ce qui concerne les deux personnes qui l'entourent, les deux principales personnalités, je dirais, qui l'entourent, qu'est-ce que sont J.D. Vance et Elon Musk, c'est aussi une sorte d'équilibre entre deux pensées qui peuvent être assez opposées, puisque J.D. Vance est plus un conservateur, et Musk est quand même assez disruptif. On ne sait pas très bien exactement ce qu'on peut s'attendre avec lui sur toutes ces questions autour de l'intelligence artificielle ou, euh, ou même plus d'ailleurs, davantage. Il est assez, pour l'instant, imprévisible. Et c'est vrai que ce sont deux personnalités assez, a priori, assez opposées. Donc il y a une sorte d'arbitrage aussi philosophique là-dessus. Oui, il y aura un arbitrage. Il ne faut pas forcément surestimer le poids politique d'Elon Musk, parce que, si vous voulez, il y a quand même un parti républicain aux États-Unis qui a ses élus, qui a ses réseaux, qui a son implantation sur le terrain. Donc il conseille politiquement Donald Trump. Après, quel est son poids politique
dans cet ensemble, c'est une question qui me dépasse très honnêtement, Oui, hein, qui mais pour l'instant, on verra, on dit. Alors, pour venir un petit peu en Europe, aussi, la montée des droites plus identitaires, plus nationalistes en Europe, n'est-ce pas donc une réponse à une Europe, une Union européenne très technocratique qui, un peu sur le modèle démocrate, a aussi, alors selon ces droites nationalistes, trahi le peuple. oui, c'est-à-dire que du point de vue de droite nationaliste, encore une fois, même celles qui seraient favorables à une forte dérégulation interne, du marché et à moins de redistribution sociale, comme ça peut être le cas d'une droite, Moins de zémorienne, normes, etc. dans Oui. le cas de la France, même ces droites-là ne vont pas se satisfaire des politiques de l'Union européenne, s'agissant de, la libre circulation des biens et des personnes, hein. Il y a aussi la question de l'immigration qui joue évidemment dans la montée de ces mouvements, Mhm. de droite nationaliste. Elles vont pas se satisfaire de l'état actuel de l'Union européenne, qui est une structure jugée bureaucratique, sans dimension, culturelle et civilisationnelle, effectivement, ça ne les satisfait pas du tout. Après, la gamme des positions par rapport à ça, va de l'acceptation plus ou moins honteuse, jusqu'à la volonté de quitter l'Union européenne, en passant par toutes sortes d'attitudes critiques intermédiaires. Donc il n'y a pas vraiment de grand consensus, de ces droites-là, selon les espaces nationaux. On voit que l'AfD, par exemple, en Allemagne, qui vient de faire 21% aux élections, a remis dans son programme la sortie de l'Europe et et de la zone euro, qu'elle avait escamoté pendant tout un paquet de temps, alors Mhm. que, encore dans une phase antérieure, c'était l'un des points fondateurs de ce parti. Donc on voit que ce sont des éléments qui reviennent et qui ressortent, certainement en fonction de l'appréciation que les dirigeants de ces partis ont de la conjoncture, de l'état de Ouais. l'opinion. Il n'y a pas forcément de conviction qui rassemblerait ces droites-là sur que faire de l'Union européenne. Et aussi sur la géopolitique, c'est-à-dire il y a au sein de la droite de fortes oppositions sur, par exemple, enfin, par exemple, le principal exemple aujourd'hui sur le traitement de la guerre en Ukraine et du rapport et des rapports avec la Russie et des équilibres à opérer entre les rapports avec la Russie et les États-Unis. Alors oui, effectivement, je dirais qu'il y a eu une transformation, en tout cas c'est mon impression quand je lis la presse ou les productions intellectuelles contemporaines, des droites radicales ou des droites nationalistes, puisque ça reste mon objet d'étude, même si je ne me lie pas forcément à ça dans mes prochaines publications. En tout cas, on verra ce que ça donnera. Oui, je dirais que les droites, étaient sur des positions très russophiles jusqu'à la guerre en Ukraine et que depuis cette période, ça s'est beaucoup distancié, hein. C'est devenu de toute façon très difficile à expliquer à l'opinion, publique en France ou en Europe que, il faudrait un rapprochement géopolitique avec la Russie. Les rares qui tiennent encore ce genre de discours se font plutôt ostraciser ou ne sont pas dans la politique institutionnelle. Euh, et du coup, effectivement, la question d'un rapprochement avec les États-Unis se pose de manière de plus en plus insistante, notamment depuis la réélection de Donald Trump, qui, avec son compère au sein du gouvernement américain, M. Elon Musk, cherche à influencer positivement des mouvements de droite nationaliste en Europe. On a vu le soutien de M. Musk à l'AfD en Allemagne, au Mhm. Parti de la Réforme en Grande-Bretagne. C'est intéressant aussi de noter qu'ils ne sont pas forcément sur une ligne de rapprochement avec le Front National de Marine Le Pen. Et donc, qui, elle, Euh, s'était positionnée, enfin, justement, et oui, plutôt pour la guerre en Ukraine. Et c'est là où la droite française, ou européenne en tout cas, court un peu comme un canard sans tête, puisque là, elle se retrouve avec un Donald Trump plutôt pro-russe. Euh, et donc, il y a comment dire, des aménagements intellectuels qui sont quand même compliqués oui, à alors opérer. disons que effectivement, Trump, je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de pro-russe, Oui, mais enfin, il a en tout une cas, politique d'apaisement avec la Russie. On sent qu'il veut que le conflit se termine le plus vite possible, très probablement pour repositionner son pays vis-à-vis de la Chine. Euh, Après, est-ce que c'est si défavorable que ça aux positions de la droite? De toute façon, je pense que les mouvements de droite, dans les échéances électorales qui se préparent, seront quand même assez peu jugés sur des propositions de politique extérieure. non, mais il y avait une droite qui était peut-être très alignée sur la position américaine et paradoxalement sur des positions qui sont principalement démocrates, qui est Ah oui, d'affaiblir la Russie.
Et, et justement, là, intellectuellement, c'était quand Alors même une c'est vrai faiblesse. que la situation actuelle pour des droites qui seraient Mm. atlantistes Mhm. semble assez complexe Oui, oui. aujourd'hui, effectivement. Mais ça ne veut pas forcément dire que les autres mouvements se débrouilleront mieux sur cette question. Je ne sais pas exactement effectivement où en est la réflexion. Moi, j'ai vu des membres de la droite classique être complètement pas désemparés, mais en tout cas déstabilisés par l'élection de Donald Trump, ne souhaitant pas pour autant celle de Kamala Harris, n'étant Oui, pas pour autant extrêmement proche des démocrates, mais Trump leur fait perdre leur repère, disons. oui, c'est-à-dire C'est... on peut plus, effectivement, pour une droite qui serait habituellement atlantiste, on peut plus se Mhm. contenter de s'aligner sans réfléchir sur une Ouais. géopolitique étrangère. Bon, ça leur fera peut-être un effort de réflexion et de. Oui, je suis pas sûre, même pas, enfin, ça dépend peut-être, un petit peu pour certains. Mais bon, en tout cas, ça permet de reconfigurer de façon intéressante le Nous positionnement des vivons droites des temps européennes. intéressants, comme Tout disent à fait nos amis les Chinois. intéressant, tout à fait intéressant politiquement et intellectuellement, comme le sont toutes les périodes de crise. Voilà, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Bah, Est-ce je que vais vous peut-être avez oublié quelque chose? remontrer Oui, à on va nos remontrer le livre. abonnés mon livre, donc n'hésitez pas si cette présentation vous a intéressé à acheter mon ouvrage aux éditions Perspectives Libres, Nietzsche et les nationalistes français. Et puis Comment se le procurer peut-être la vous façon pouvez la le plus trouver facile? en version papier ou en version numérique sur le site du Cercle Aristote, donc qui publie ses ouvrages. On mettra le lien en On mettra le lien description. en Hein, description, ça sera peut-être plus simple. quelques mots sur la Cité Libre? J'ai un serveur Discord qui s'appelle La Cité Libre, donc si vous êtes intéressé par le débat public, le débat d'idées, la géopolitique, la philosophie ou les sujets intellectuels de général, n'hésitez pas à suivre ce serveur Discord. Merci Julien Dupré. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.